On dit souvent que certaines petites villes américaines recèlent plus de secrets qu'elles ne veulent bien l'avouer. Des endroits perdus dans les brumes, où le temps semble s'être arrêté, et où chaque génération enterre un peu plus profondément les fantômes de la précédente. Parmi elles, un nom revient parfois dans les conversations à voix basse, comme un murmure qui ne devrait pas exister. Daguerlin. Si vous n'êtes pas d'Ohio, vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Et pourtant, à une soixantaine de miles à l'est de Cleveland, dissimulée derrière les routes secondaires et les forêts humides qui bordent le lac Erie, cette bourgade figure rarement sur les cartes modernes, comme si on avait volontairement choisi de l'effacer, de la laisser disparaître dans l'oubli. Mais l'oubli ne protège pas toujours. C'est dans ce décor de silence et de brume qu'a commencé l'histoire la plus terrifiante de ma carrière de shérif. Une histoire que je n'ai jamais racontée jusqu'ici. Elle ne concerne pas seulement la disparition inexpliquée d'une enfant, mais quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui rôde encore peut-être et que personne n'aurait jamais dû voir. Avant de plonger dans les détails, je dois vous avertir. Ce que vous allez lire n'est pas une fiction, c'est un témoignage. Et si vous aimez les récits où l'horreur surgit du réel, alors je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Nuit d'Horreur, faites-le maintenant, car ce qui suit va vous glacer le sang, et vous ne voudrez pas manquer les prochains récits. Le 5 avril, le printemps venait à peine de reprendre ses droits sur l'Ohio. Habituellement, cette saison rime avec pluie battante et bourrasques glacées, surtout aux abords du lac Erie. Mais cette année-là, la première semaine d'avril avait été étrangement lumineuse. Pas un nuage, pas une goutte de pluie, juste un ciel clair, presque trop clair, et une accalmie que les habitants de Daguerlin accueillaient comme une bénédiction après un hiver interminable. Les enfants surtout semblaient renaître. Après des mois restés enfermés, à contempler par la fenêtre cette neige sale et grise qui s'incrustait partout, ils avaient enfin la permission de courir dehors. Dans l'air flottait cette odeur particulière de terre humide, de bourgeons qui s'ouvrent, de promesses de renouveau. Même le lac paraissait figé comme s'il avait retenu son souffle, ses vagues soudain calmées par une force invisible. Parmi ces enfants, il y avait Samantha Granger, 8 ans, une petite fille discrète, au sourire timide, passionnée de puzzles et de pierres polies qu'elle collectionnait sur la plage. Elle aimait particulièrement ses chaussures violettes qu'elle refusait de quitter, même lorsqu'elle devenait trop petite. Ce matin-là, sa mère, Laura, avait à peine eu le temps de tourner le dos pour attraper une tasse de café que Samantha, le manteau mal fermé, avait déjà filé dehors. Ses pas résonnaient encore sur le trottoir quand sa mère réalisa qu'elle n'était plus là. Samantha courait vers son endroit favori, le bord du lac, personne n'en doutait. Les traces laissées dans la terre humide le prouvaient. Elle descendait le long du sentier, s'arrêtait net près de la falaise. Là, les policiers retrouvèrent une seule preuve, une écharpe violette accrochée à une branche épineuse, battant faiblement au vent. Mais le rivage, lui, était vide. Aucune trace de lutte, aucun corps, pas même un indice. Contrairement aux disparitions précédentes qui hantaient déjà les habitants de Daguerlin, celle de Samantha était différente. Les autres avaient laissé derrière elles des signes violents, du verre brisé, des vêtements déchirés, des empreintes de fuite. Mais Samantha, rien. Comme si le lac lui-même avait ouvert ses bras et englouti la fillette sans le moindre témoin. Cette absence de réponse glaça immédiatement le sang de la communauté. Une petite fille joyeuse, connue de tous, avalée par le silence d'un matin ensoleillé. Et pour moi, shérif George Lost, ce n'était que le commencement. La disparition de Samantha Granger secouait déjà le cœur de la petite ville, mais ce matin-là, George Lost ignorait encore qu'il allait être aspiré dans l'affaire la plus sombre de sa carrière. Dans sa maison encore silencieuse, il se tenait près de la fenêtre de l'étage. Son regard s'égarait sur les rues tranquilles de Daguerlin, comme s'il cherchait à y lire une réponse invisible. Le printemps battait son plein, mais à l'intérieur, un autre climat régnait, celui du doute et du silence. La porte de la salle de bain grinça doucement. Laura, sa femme, apparut, vêtue d'un peignoir.
les yeux baissés, le visage marqué par une fatigue qui dépassait la simple nuit d'insomnie. Elle ne dit rien. Elle secoua lentement la tête, un geste lourd de résignation. George s'approcha, bras ouverts. Elle résista d'abord, puis céda, se laissant glisser contre lui. Il l'entourait de ses bras, une main posée au creux de son dos, l'autre soutenant sa nuque. « Ça va aller », souffla-t-il, mais sa voix tremblait. Ils essayaient depuis plus d'1 an d'avoir un enfant. Chaque mois, un espoir fragile naissait, et chaque mois, il s'éteignait brutalement. Les médecins répétaient inlassablement les mêmes phrases. « Vous êtes encore jeune, il faut laisser le temps ». Mais George savait que le temps n'était pas un allié. Laura approchait de la quarantaine, et ce vide qui s'installait entre eux devenait chaque jour plus douloureux. « Je vais bien », lâcha-t-elle brusquement en se dégageant de son étreinte. « Je sais », répondit-il, presque en écho. Mais elle ne l'entendait plus. Ses pas résonnaient dans l'escalier, rapides, fuyants. George resta immobile, seul dans la chambre, son reflet figé dans la vitre. Son esprit dérivait encore vers ses pensées lorsqu'un crépitement brisa le silence. La radio, posée sur la commode, s'anima d'un souffle parasite avant de laisser passer une voix tendue. « Shérif Lost, vous êtes là ?» C'était Mendes, sa fidèle adjointe. Sa voix habituellement posée portait ce ton sec qui annonçait les urgences. George cligna les yeux, attrapa le talkie et appuya sur le bouton. « J'écoute. »« On a une situation en bas, près du lac. Une petite fille, Samantha Granger. Sa mère dit qu'elle ne l'a pas revue depuis ce matin. » « Depuis combien de temps exactement ? 2 heures, peut-être un peu plus. Elle préparait du café, la gamine a filé dehors et depuis, plus rien. La mère pense qu'elle a couru vers la plage. Elle adore cet endroit. » George bouclait déjà sa chemise, attrapa sa bélier et son insigne. Ses gestes étaient rapides, précis, presque automatiques. « J'arrive dans 10 minutes. » Il descendit les marches 4 à 4. Le soleil brillait encore dehors, mais dans sa poitrine, un lourd silence s'installait déjà. La journée qui s'annonçait allait marquer un tournant. Et pas seulement pour lui. Le ciel demeurait étrangement clair ce jour-là, presque trop éclatant pour les circonstances. Lorsque le shérif George Lost sortit de son véhicule de patrouille, il sentit immédiatement quelque chose de différent. L'air, au bord du lac Erie, possédait cette odeur lourde et salée de vase et de bois humide, portée par un vent léger. Mais derrière ce parfum familier, un autre frisson s'insinuait, quelque chose d'indéfinissable, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Ses bottes s'enfonçaient légèrement dans la terre encore molle de printemps lorsqu'il empruntait le sentier familier menant à la falaise. Là, l'attendait son adjointe, Mendes, silhouette droite malgré la tension, cheveux tirés en arrière, clipboard sous le bras. Elle lui adressa un simple signe de tête. « Où est la mère ?» demanda George sans préambule. « À la maison. Un noga reste avec elle. Elle dit que Samantha est partie un peu après 8 heures. Elle aimait toujours venir ici, surtout après la pluie. » George acquiesça. Son regard balaya instinctivement le sable et les herbes hautes qui bordaient le sentier. « Tu as vu quelque chose ?» Mendes fit un signe discret de la main, invitant son supérieur à le suivre. Ils descendirent ensemble vers la plage. Le silence les enveloppa aussitôt. Pas un bruit d'oiseau, pas de vagues frappant franchement la rive, seulement le glissement régulier de l'eau, comme si le temps avait ralenti. Une mouette passa au-dessus d'eux, ses ailes effleurant le ciel bleu, mais son cri se perdit étrangement vite. « Là !» dit Mendes en pointant du doigt le sable humide. George s'accroupit. Son regard se posa sur une série de petites empreintes, parfaitement dessinées dans la terre molle. Elles appartenaient sans nul doute à une enfant. Des chaussures de petite taille avançant en ligne droite vers le lac. Pas de retour, pas de pas hésitant, rien. Il suivit la piste des yeux, jusqu'à ce qu'elle disparaisse 6 pieds à peine avant l'eau. George sentit un froid lui courir le long de l'échine. Ses empreintes étaient nettes, précises. La petite avait marché calmement, presque joyeusement, puis plus rien. Son regard accrocha soudain un éclat de couleur dans la végétation. Là, dans les épines d'un buisson, un morceau de tissu battait doucement dans le vent,
Il s'approcha, l'attrapa délicatement. Une écharpe violette. L'écharpe de Samantha. Il leva ensuite les yeux vers le lac. L'eau scintillait sous le soleil d'un calme presque surnaturel, belle, paisible. Mais derrière cette apparence, quelque chose d'inquiétant grattait au fond de son esprit. Cette immobilité n'était pas naturelle, elle semblait observer. « Appelle les drones, les chiens, tout ce qu'on a », ordonna George d'une voix ferme. Mendes le regarda, hésitante. « Tu crois qu'elle s'est noyée ?» George détourna un instant les yeux, incapable de lui répondre. « Je ne crois rien pour l'instant. » Mais au fond de lui, une intuition sourde le tourmentait déjà. Samantha n'avait pas simplement disparu. Le lac avait avalé quelque chose, et ce quelque chose n'allait pas tarder à se montrer. 2 jours après la disparition de Samantha Granger, la petite ville de Daggerlin s'était figée dans une attente lourde et oppressante. Aucune affiche officielle n'avait été placardée, aucune annonce publique diffusée. Pourtant, chacun savait. Comme si un fil invisible reliait tous les habitants entre eux, les guidant sans un mot jusqu'au parc Holloway, ce lieu où, depuis des générations, la communauté se rassemblait dans les moments de deuil ou de crise. Le soir tombait doucement lorsque George Lost gara sa voiture sur le bord du chemin. Le ciel se teintait d'orange et de pourpre, les derniers rayons du soleil se reflétant dans les arbres encore nus du début de printemps. L'air était frais, mais pas glacial. Un de ces soirs d'avril où la douceur laisse place à une inquiétude muette. George descendit de son véhicule et marcha jusqu'au gazebo au centre du parc. Une trentaine de personnes s'y trouvaient déjà, peut-être plus. Des visages fermés, des regards baissés, chacun tenait une bougie, dont la flamme fragile tremblait au gré des souffles du vent. L'odeur de cire chaude se mêlait aux senteurs de terre humide et de fleurs sauvages. Tout au centre, accroché à un simple poteau de bois, on avait fixé la photo scolaire de Samantha. Ses yeux d'enfant fixaient la foule, innocents, presque souriants. Le papier flottait légèrement, maintenu par des morceaux de ruban adhésif qui semblaient prêts à céder. Sous la photo, un petit pot de violette et quelques peluches s'étaient accumulés. Pas de discours grandiloquents, pas de gestes théâtraux. Seulement de petits signes d'amour, silencieux et déchirants. La mère de Samantha, recroquevillée dans un lourd manteau, se tenait seule, les bras ballants. Elle ne parlait pas, elle ne pleurait pas. Ses yeux restaient fixés sur l'image de sa fille, comme si elle espérait qu'à force de la fixer, le papier prenne vie, que le sourire s'anime et que l'enfant revienne. Un murmure traversa la foule. Certains commençaient à fredonner une mélodie, hésitante, sans parole précise. Ce n'était ni une prière, ni une chanson connue. Plutôt une tentative fragile de trouver un réconfort que personne ne pouvait réellement offrir. George resta en retrait, tenant sa propre bougie. La flamme vacillait, reflétant la tension de son esprit. Il observa les visages de ses concitoyens, tous prisonniers d'un silence accablant. Nul ne parlait, nul ne s'asseyait. Tous demeuraient immobiles, comme pétrifiés dans une attente insoutenable. Puis, quelque chose changea. Le vent qui jusque-là soufflait doucement depuis la terre bascula soudain. Une bourrasque glaciale venue du lac traversa le parc, éteignant plusieurs flammes d'un seul coup. Les murmures cessèrent, seul un enfant toussa quelque part dans la foule. George leva la tête. Ses instincts lui crièrent que ce n'était pas un simple souffle d'air. Le lac, invisible derrière les arbres, avait envoyé un avertissement. Et ce n'était que le début. Le lendemain de la veillée, le bureau du shérif baignait dans une tranquillité étrange. Les papiers s'empilaient sur le bureau, le café refroidissait dans son mug et le silence des murs anciens semblait presque peser. C'est alors que la voix d'un enfant retentit dans le talkie posé sur la table. « Shérif à la base, suspect en vue, code 847. » George, tasse en main, resta un instant figé sur le seuil de son bureau. Le ton était sérieux, concentré, comme s'il s'agissait d'une véritable urgence. Mais la voix appartenait à Owen Winters, 9 ans à peine, qui s'était installé derrière le micro comme un véritable agent de la loi. L'enfant, sac à dos encore sur une épaule, les jambes balançant dans le vide, scrutait les boutons et parlait dans la radio avec une conviction touchante. À ses pieds, son inséparable Crichton, un berger allemand noir efflanqué, reposait, oreilles dressées, comme l'ombre fidèle d'un petit maître qu'il suivait partout. «
George s'approcha, amusé malgré la gravité des circonstances. « Tu sais qu'il n'existe pas de code 847, hein ?» Owen leva les yeux vers lui, un sourire espiègle accroché au visage. « Alors, il faudrait en inventer un ?» « Et ça voudrait dire quoi exactement ?» demanda George en prenant place près du bureau. L'enfant haussa les épaules avec sérieux fin. « Je sais pas, mais dans je veux. » Crichton émit un souffle grave, comme pour approuver, sa queue frappant doucement le plancher. George secoua la tête, tentant de réprimer un sourire. « Tu t'es introduit encore une fois dans mon poste, Owen ? J'ai pas eu besoin de forcer, la porte était ouverte. J'ai même laissé Crichton dehors au début, mais il déteste quand je m'éloigne trop. » À ces mots, le chien émit un petit gémissement, avançant la truffe contre la jambe de l'enfant, comme pour confirmer. George soupira, puis demanda d'une voix plus douce. « Et ton père ? Il sait que tu es là ? » « Il est au magasin de bricolage, c'est juste à côté. J'ai dit que je voulais passer par ici et il a accepté. » Le shérif hocha la tête, le regard brièvement attiré par les dossiers empilés sur le bureau. Des rapports, des témoignages, des détails de plus en plus inquiétants. Mais pour l'instant, il préféra garder son attention sur Owen. « Alors, tu traînes pourquoi ?» Owen fit mine de réfléchir, puis répondit simplement « C'est calme en ville. Trop calme. Les gens agissent bizarrement. Ils se parlent pas vraiment, mais ils regardent autour d'eux tout le temps, comme s'ils attendaient quelque chose. » George arqua un sourcil. « Tu observes beaucoup, dis donc. »« J'observe tout, » répliqua fièrement le garçon. Le shérif esquissa un sourire fatigué. « Alors, peut-être que je devrais t'embaucher. Mais en attendant, tu n'as pas le droit d'occuper mon bureau. » L'enfant, malicieux, glissa hors de la chaise sans protester. Crichton se leva d'un bond, le suivant de près, la queue basse mais battant encore. C'est alors que la porte s'ouvrit. David Winters, le père d'Owen, entra, silhouette massive, les traits tirés. Ses yeux passèrent de son fils à George. « Je t'avais dit de rester près du magasin, Owen. »« C'est lui qui m'a laissé entrer, » répondit l'enfant en désignant George du pouce. David lança un regard appuyé au shérif, qui haussa les épaules avec une moue résignée. « Et tu ne l'as pas dérangé ?»« Non, » dit l'enfant en secouant la tête. David soupira, puis reprit d'une voix plus ferme. « Tu as mangé quelque chose ?» L'enfant baissa les yeux, coupable. Un nouveau soupir échappa à son père. « Va promener Crichton dehors, mais tu restes dans les parages, et pas de bêtises. » Owen hocha la tête, prit la laisse accrochée au mur et disparut avec son chien, refermant la porte derrière lui. Le silence retomba aussitôt, plus lourd. David croisa les bras, s'adossant au mur, son regard se fit grave. « Elle était dans sa classe, Samantha. » George hocha la tête. « Il ne dit pas grand-chose, pas sur elle, pas sur ce qui se passe, mais je sens qu'il sait plus que ce qu'il laisse paraître. » Je soupire. Il est encore jeune. Peut-être. David secoua la tête, mais parfois les enfants sentent des choses que nous, on ne veut pas voir. Leurs regards dérivèrent vers la fenêtre. Dehors, on distinguait Owen, qui courait avec Crichton, laissant le chien flairer les herbes. Le garçon semblait insouciant, mais dans son silence planait une conscience trop lourde pour son âge. David reprit, plus bas, presque pour lui-même. « Tu crois qu'on va la retrouver ?» George ne répondit pas tout de suite. Son regard resta fixé sur l'horizon, là où le lac s'étendait, invisible mais présent, comme une menace sourde. « Je ne sais pas, » finit-il par admettre. David serra les mâchoires. « Ça donne l'impression qu'on devrait savoir, que c'est notre rôle, mais on ne sait rien. » Le shérif inspira profondément, cherchant des mots qu'il n'avait pas. Puis, sans prévenir, la radio grésilla sur le bureau. « Shérif Lost, vous me recevez ?» C'était la voix de Mendes, plus tendue qu'à l'accoutumée. « On a une autre disparition. Un garçon,
Josh Maddox, 8 ans, parti avec son vélo près de Palmer's Bluff. On a retrouvé le vélo, mais pas lui. George sentit ses doigts se raidir à gratte du micro. Une seconde fois. Une deuxième enfant happée par l'ombre du lac. Il posa lentement le récepteur. David, déjà debout, fixait son ami avec gravité. « Tu veux que je vienne ?» George hocha lentement la tête. Et ainsi, un nouveau chapitre de cauchemar commençait à s'écrire. Le soleil déclinait lentement quand la voiture de patrouille fendit les rues tranquilles de Dagger Lane. À l'intérieur, le silence était pesant. Seul résonnait le cliquetis régulier de la radio et les doigts de David Winters qui tapaient nerveusement sur sa cuisse. Assis au volant, George Lost fixait la route d'un air sombre. « Josh Maddox », murmura David. « C'est l'un des camarades de classe d'Owen. » George hocha simplement la tête. Il se souvenait du visage du garçon. La ville n'était pas assez grande pour qu'on ignore ses enfants. Chaque disparition frappait directement au cœur de la communauté. La voiture quitta la route principale et s'enfonça vers le nord. Les arbres s'écartèrent, laissant apparaître une avancée rocheuse sur le lac, Palmer's Bluff, un promontoire sauvage qui s'élançait comme un doigt crochu dans l'eau. L'endroit était beau, mais il avait toujours dégagé quelque chose d'inquiétant, surtout au crépuscule. En arrivant, ils aperçurent Mendes, déjà sur place, accompagné de 2 adjoints. Elle tenait un bloc-notes sous le bras, son regard grave. Les parents disent qu'ils l'ont vu pédaler sur le sentier. Il a disparu en quelques minutes. « Où est son vélo ?» demanda George. « Par là, au niveau de la bifurcation du chemin. » Ils s'enfoncèrent dans les broussailles, les feuilles mortes craquant sous leurs bottes. Le sentier descendait vers une clairière humide. Là, couché de côté dans la boue, se trouvait le petit vélo rouge de Josh. Pas de traces de lutte, pas de glissade, rien. Comme si l'enfant avait simplement posé son vélo et continué à pied. « Et ça ?» reprit Mendes en désignant un peu plus loin. « Un sac à dos, abandonné à 10 pieds de là, la fermeture à moitié ouverte. » George s'accroupit. Ses yeux scrutant le sol, dans la terre gorgée d'eau, de petites empreintes s'enfonçaient encore, nettes. Elles menaient tout droit vers le lac. Comme pour Samantha. Et comme pour elle, elles s'interrompèrent brusquement, à 2 pas de l'eau. Un silence oppressant s'abattit. Même les oiseaux s'étaient tus. Le vent soufflait faiblement, apportant une odeur d'algues et de bois pourri. George sentit son instinct crier. Quelque chose se cachait là, invisible mais présent. « Josh !» appela-t-il. « C'est le shérif Lost. Réponds si tu m'entends. » Pas de réponse. Seulement le clapotis discret des vagues. Et soudain, un craquement dans les broussailles. George pivota tout de suite, la main près de son arme. Un petit corps jaillit de l'ombre. Josh Maddox. Ses joues étaient maculées de boue, ses cheveux collés par l'humidité. Il serrait son sac contre lui, tremblant. Ses yeux écarquillés fixaient le lac. Pas George. « Josh, tout va bien. Tu es en sécurité, » murmura le shérif en avançant prudemment. Mais l'enfant ne répondit pas. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux restaient rivés sur l'eau. Et derrière lui, sur l'eau, une ride se forma. George sentit son sang glacé. La surface, jusque-là calme, se troubla comme si quelque chose venait de se déplacer sous les vagues. À une vingtaine de pieds, une ombre glissa, puis remonta, doucement. D'abord, une tête noire, luisante, émergea. Puis des épaules difformes, couvertes d'une peau sombre et luisante,
Des bras allongés, terminés de griffes luisantes, labourèrent le sol en sortant. Et enfin, ce visage, cette bouche, un rictus monstrueux, rempli de dents aiguisées, comme si la créature souriait. « Mon Dieu !» souffla David. Josh recula d'un pas, son brin court. David se plaça immédiatement devant lui, le repoussant doucement en arrière. George, lui, resta figé, sa main près de son arme. La créature avançait, lente, implacable. Ses pas lourds résonnaient sur le sable humide, chaque griffe s'enfonçant profondément. George dégaina et tira une première fois, un coup de semonce. Le bruit claqua dans l'air. La bête ne brancha pas, elle continuait à avancer. Il tira de nouveau. La balle frappa son épaule, un éclat sombre jaillit. Mais le rictus resta, figé, inhumain. « Bordel !» murmura David, les yeux fixés sur la scène. Une troisième balle, cette fois en plein torse. La créature tituba un instant, puis redressa la tête, posant son regard vide sur George. Lentement, presque en moquerie, elle leva une de ses griffes et désigna l'impact de la balle, traçant un cercle autour, comme pour dire « Tu n'as rien fait ». George sentit son cœur se contracter. « David, emmène Josh, tout de suite !»« Et toi ? Maintenant !» regretta George. David attrapa le garçon et l'entraîna vers les arbres, le souffle court sans oser se retourner. George resta seul, arme tendue, le regard accroché à ce sourire cauchemardesque. Chaque pas de la créature rapprochait l'ombre de l'eau du monde des vivants. Il tira encore, les balles frappaient, mais l'horreur se relevait toujours, indifférente. Puis, derrière lui, des voix surgirent. Des pas dans les broussailles. Des renforts. Mendes. Les adjoints. George cligna des yeux une fraction de seconde, et quand il ramena son regard vers le rivage, l'eau était vide. La créature avait disparu. Il resta immobile, le souffle court, l'arme tremblante. Dans le sable, seules demeuraient de larges traces de griffes déjà remplies d'eau sombre qui s'infiltraient doucement. Le lendemain soir, la salle de réunion de Main Street était pleine à craquer. Le bâtiment, trop exigu pour accueillir une foule aussi dense, semblait gémir sous le poids des habitants entassés sur les chaises pliantes et le long des murs. L'air sentait le café réchauffé et la poussière, et la lumière jaunâtre des néons fatigués jetait des ombres maladives sur les visages fermés. George Lost se tenait à l'avant, appuyé lourdement contre le pupitre. Ses traits étaient tirés, ses yeux creusés par le manque de sommeil. À sa gauche, Mendes discutait à voix basse avec deux adjoints, tandis que David Winter s'était assis dans la deuxième rangée, les bras croisés, le regard sombre. Owen, lui, était resté avec son grand-père, à l'abri. Lorsque George prit la parole, la salle se calma immédiatement. « Merci d'être venu. Surtout à si court préavis. Je ne vais pas tourner autour du pot, la situation est grave. » Un homme au fond leva la main. « C'est à propos de la petite Samantha ?» La mâchoire du shérif se crispa. « Oui, à propos d'elle, et aussi de Josh Maddox. » Un murmure nerveux parcourut la foule, comme une vague soudaine. Certains échangèrent des regards paniqués, d'autres secouèrent la tête. George leva la main pour réclamer le silence. « 2 enfants ont disparu en moins d'1 semaine, tous deux près du lac. L'un n'a toujours pas été retrouvé. L'autre, Josh, a été retrouvé vivant. Mais je vous demande de comprendre ceci. Tant que nous n'avons pas de certitude, vous devez éviter le rivage. » Une femme dans la 3e rangée fronça le sourcil. « Vous insinuez que le lac n'est pas sûr ?» George balaya la salle du regard. « J'insinue que nous devons être prudents. À partir d'aujourd'hui, plus de pêche, plus de balades près de l'eau, plus de sorties nocturnes sur les bluffs. Si vous voyez quelque chose d'étrange, une silhouette, un bruit inhabituel, un mouvement suspect, vous m'appelez immédiatement. Vous ne vérifiez pas par vous-même. » La salle était glacée de silence, mais les visages disaient tout. L'incrédulité, la peur, la colère contenue. George reprit, plus solennel. «
À partir de ce soir, un couvre-feu est instauré à 20 h. Quiconque doit sortir après cette heure devra prévenir le bureau du shérif. C'est temporaire, le temps de comprendre ce qui se passe. Un vieil homme en manteau de travail se leva brusquement. « Tu es en train de dire qu'on n'est plus en sécurité dans notre propre ville, George ? Je suis en train de dire qu'il faut être intelligent. Jusqu'à ce que nous comprenions la vérité, je ne peux pas vous garantir que tout est sans danger. » La salle se figea. Les habitants, d'ordinaire si prompts à discuter ou à protester, restèrent muets. Quelques-uns hochèrent lentement la tête. Personne ne contredit le shérif. La peur s'était déjà installée. Quand la foule se dispersa, les conversations restèrent basses, presque chuchotées, comme si parler trop fort risquait d'attirer l'attention de quelque chose. George resta en retrait, observant ses concitoyens s'éclipser dans la nuit. Quand la salle fut presque vide, il ne resta que David, Mendes et 2 adjoints. Mendes s'approcha, plissant les yeux. « Tu crois qu'ils t'écouteront vraiment ?» George haussa les épaules fatigué. « Je n'en sais rien. » Elle tira une chaise, s'assit lourdement, les avant-bras appuyés sur ses genoux. « Alors, dis-moi, George, qu'est-ce que tu as vu hier au bluff ? Tu évites la question depuis que j'ai passé l'appel. » Le shérif resta silencieux quelques secondes, son regard fixé sur le fond de sa tasse de café. Enfin, il souffla « Tu ne me croirais pas. Essaye-moi. » David, jusque-là silencieux, croisa les bras plus fort. « Je l'ai vu aussi. » Mendes tourna la tête vers lui, stupéfaite. « Vu quoi ?» George inspira profondément, puis leva enfin les yeux. Quelque chose est sorti de l'eau. Grand, humanoïde, avec des griffes. Et il hésita. Je crois qu'il souriait. Mendes ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle resta figée, tandis que David ajouta « George a tiré, en plein cœur. La chose n'a pas bronché. Elle se moquait de nous. » Un silence glacial tomba. Le bourdonnement des néons devint presque assourdissant. Mendes passa une main sur son front. « Et si vous vous étiez trompé ? Si c'était un animal blessé ou... » « Non, coupa George. Sa voix était ferme, son regard noir. Ce n'était pas un animal. Et ce n'était pas une hallucination. C'était réel. Un instant, personne n'osa parler. Le poids de ses mots flottait dans l'air, plus lourd que tout. Finalement, Mendes soupira, ses épaules retombant. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» George serra la mâchoire. « On tient les gens éloignés du lac. On reste vigilant. Et si cette chose revient, on sera prêt. » Il ne la voit pas à voix haute, mais il sait déjà qu'aucune préparation humaine ne suffirait. La réunion terminée, les habitants quittèrent un à un le centre communautaire. Les voix s'éteignirent dans les ruelles sombres, ne laissant derrière elles que le bourdonnement des néants fatigués et le craquement des vieilles charpentes. George Lost resta un moment immobile, son chapeau posé sur la table, le regard perdu dans le vide. Lorsqu'il sortit enfin, la nuit avait enveloppé Dagger Lynn. Le silence était presque total, troublé seulement par le claquement lointain d'une porte moustiquaire et le grincement d'une enseigne suspendue. Les lampadaires diffusaient une lumière blafarde, dessinant sur le bitume des silhouettes étirées. George inspira profondément. L'air était humide, chargé d'une odeur de vase et de bois mouillé. Dans le lointain, invisible derrière les rangées de maisons et des arbres, le lac étendait sa masse noire. Même sans le voir, il sentait sa présence, comme une respiration sourde qui pulsait dans la nuit. Il fit quelques pas dans la rue déserte, ses bottes résonnant contre l'asphalte. Tout semblait étrangement figé, comme si la ville retenait son souffle après la vue qu'il avait lâchée devant Mendes et David. Puis, soudain, un saut monta dans l'air. Au début, ce n'était qu'un souffle grave, semblable au vent passant dans une cavité, mais rapidement, il prit de l'ampleur. Une plainte longue, gutturale, résonnant à travers l'étendue d'eau. Ce n'était pas le cri d'un oiseau, ni le rugissement d'un animal connu. Ce n'était pas non plus un bruit mécanique. Non, c'était autre chose. Un chant. George se figea, le cœur battant. Le son roulait au-dessus de la surface du lac, trop puissant, trop étrange pour être naturel. Il vibrait jusque dans les eaux, comme un appel venu d'un monde enfoui sous l'eau. Lentement, la plainte monta en intensité, se tordant un ahurlement prolongé avant de s'éteindre brusquement, laissant derrière elle un silence encore plus terrifiant que le cri lui-même. George resta là,
immobile, à écouter la nuit. Son instinct hurlait, ce n'était pas un hasard, ce son était un message, un avertissement. Il pensa à Laura, partie chez sa mère à Youngstown pour se mettre à l'abri. Elle était loin de Dagger Lynn, loin du lac. Elle, au moins, était en sécurité. Mais lui, il savait qu'il ne pouvait pas fuir. Dagger Lynn était sa responsabilité, et si ce mal venait du lac, alors il devrait rester pour l'affronter. George serra les poings, prit une inspiration et retourna dans son bureau. Avant toute chose, il vérifia son revolver, rechargea calmement, puis se servit une nouvelle tasse de café noir. La nuit serait longue, il le savait. Peut-être même plus longue que toutes les autres. Dans le silence revenu, il jeta un dernier regard par la fenêtre. Le lac, invisible dans l'obscurité, semblait l'appeler. Et George comprit une chose terrible. Ce n'était que le commencement. Le bureau du shérif baignait dans la pénombre. La seule lumière provenait de la lampe de George, jetant un halo tremblant sur la pile de dossiers accumulés. Le café refroidissait déjà dans sa tasse, mais il n'étoussa pas. Ses yeux restaient rivés sur la fenêtre, là où, derrière l'obscurité des rues désertes, s'étendait le lac invisible. Ce lac, toujours calme, toujours là. Un monstre patient, caché sous une surface qui reflétait les étoiles comme si de rien n'était. George songea à Samantha Granger, disparue sans laisser de traces, et à ses parents que le silence rongeait chaque jour un peu plus. Il songea à Josh Maddox, retrouvé vivant mais marqué à jamais par ce qu'il avait vu. Et il songea à la créature, surgie des profondeurs, défiant les balles, se jouant de ses menaces. Un être dont le sourire n'était pas humain, mais portait pourtant une intelligence. Il comprit alors que Dagger Lynn ne serait plus jamais une ville ordinaire. Le mal logeait ici, tapi dans les eaux noires, et il n'était pas près de repartir. Un bruit fit craquer les poutres du bâtiment, peut-être un simple courant d'air, peut-être autre chose. George resta parfaitement immobile, la main posée sur son revolver. Ses instincts lui disaient que ce n'était qu'une question de temps avant que la chose ne revienne. Peut-être pas ce soir, peut-être pas demain, mais bientôt. Il pensa à Laura, à l'enfant qu'il n'avait jamais réussi à avoir. Peut-être valait-il mieux ainsi. Dagger Lynn n'était pas un endroit pour grandir, pas tant que le lac respirait dans les ténèbres. George se redressa lentement, remit son chapeau et s'assit en silence. Il n'était plus seulement shérif, il devenait le gardien, celui qui veillerait nuit après nuit à ce que la créature ne trouve pas le champ libre. Son corps était fatigué, son esprit marqué, mais son devoir était clair. Dans le lointain à peine perceptible, un nouveau son monta depuis l'eau, un murmure grave, presque un souffle, comme un rire étouffé. Le shérif ferma les yeux une seconde, puis il se leva, rechargea son arme et alla se poster devant la fenêtre. La nuit ne faisait que commencer, et avec elle, une lutte qui n'aurait peut-être jamais de fin. Voilà l'histoire. L'histoire de Dagger Lynn, de Samantha Granger, de Josh Maddox et du shérif George Lost, forcé d'affronter l'indicible. Et ce n'est qu'un début. Si vous avez frissonné en lisant ce récit, sachez que ce n'était qu'un fragment de ce que cache le lac et ses profondeurs. D'autres témoignages, d'autres cauchemars viendront et vous ne voudrez pas les manquer. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'Horreur, activez la cloche et plongez avec nous dans l'obscurité. Car ici, les ombres ne dorment jamais.